réitère donc le fait que je suis toujours heureux de venir à la radio de la communauté. Alors, Georges Tiba, et pourquoi je prends la parole et à quel titre, hein, d'où est-ce que je parle? D'où parlez-vous? Alors, donc, je parle d'une expérience maintenant de 40 ans qui a démarré avec à l'hôpital psychiatrique de Brazzaville d'ailleurs, puisque donc avant que je vienne en France, j'ai travaillé avec le docteur Missansa et le docteur Milongo, hein, et c'est justement cette année-là que le docteur Missansa allait au comité militaire du parti, hein, et donc j'étais là. Hein. Bon. Donc je parle aussi de cette expérience-là. Je suis arrivé en France donc pour poursuivre donc ce travail d'études qui a donc démarré, je pense, à l'hôpital psychiatrique de Brazzaville. Hein. Je suis parti de l'idée que l'approche clinique pouvait démarrer par des supports. Hein, par exemple, des supports culturels. Ben, on n'utilise pas assez, mais en tout cas, et quand je suis arrivé ici, j'ai poursuivi ce travail-là et ça donnait donc un travail de thèse. Bon. J'ai une première publication dont je peux donc ici évoquer, que vous pouvez commander, vous pouvez trouver, c'est les médiations éducatives éditées aux éditions européennes. Hein, c'est une édition donc, comme au Canada. J'ai écrit plusieurs articles, j'ai participé à des ouvrages sur l'interculturalité avec mon ami Emmanuel Jovelin, etc. J'ai écrit sur le blason, une médiation sémiotique hein, que vous pouvez trouver chez Kern. Hein, voilà. Donc, bon, je ne vais pas ici, je ne suis pas venu ici pour énumérer ça, mais en tout cas, voilà pour me présenter tout à fait rapidement. Hein, ceux qui veulent me connaître, ils peuvent aller sur un site qui s'appelle ipseduc.eu ou .com. Hein. Donc là, vous verrez tout ce que j'ai pu publier. Hein. Donc il y a un site comme ça. Voilà, merci donc. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés aussi bien sur Facebook que sur YouTube que vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions, car cette émission est la vôtre. Alors, professeur Georges Tiba, nous allons, je vous appelle professeur, c'est un jour spécial, car vous êtes l'invité spécial de la radio, mais les gens savent que vous êtes ami. Je peux alternativement vous appeler doyen ou vieux, hein, comme voilà, d'habitude. Voilà, donc doyen Tiba, nous avons ces craintes archaïques qui sont dans l'inconscient même des Congolais et qui sont chaque fois réactivées quand il y a un événement traumatisant. Vous avez déjà, depuis l'ère coloniale, vous l'avez montré donc, quelque part dans vos ouvrages que l'affaire des trois fronts constituait déjà, était déjà à l'origine de ces craintes, justement de la réaction de Matsua comme telle était plus ou moins justifiée. Dans quelle mesure peut-on dire que cette réaction avait son sens? Alors, cette réaction avait son sens parce que vous vous souvenez que lorsque les deux cultures se rencontrent, c'est-à-dire la culture occidentale qui s'impose en Afrique, en tout cas, le Congo en particulier, à un moment donné, il y a une forme d'emprise. Lorsque vous définissez le mot éducation, d'ailleurs, il y a deux acceptions. Hein. Il y a l'éducation qui vient de ex-ducere. Ex-ducere, c'est sortir de, ça c'est la première définition, définie par exemple par Émile Durkheim. Ex-ducere, c'est sortir de l'état, je vais rapidement, de l'état sauvage. Oui. Et donc, puisqu'il va falloir conduire quelqu'un de cet état sauvage pour l'amener à un état moderne, civilisation, etc., etc., on sait qu'il y a beaucoup de présidents qui ont dit qu'il ne fallait pas galvauder le mot civilisation. Enfin, tout ça, tout le monde le sait, hein, mais je le rappelle. Et donc, l'éducation serait une forme d'emprise sur les sociétés africaines, en tout cas sur l'homme africain. La deuxième étymologie, toujours latine, educare. Hein. Donc, educare, c'est conduire hein, quelqu'un
On est devant ou à côté pour lui montrer la voie. Et donc, si on fait un glissement, ça veut dire accompagner. Oui. Donc, mais l'orientation qui a été retenue, en tout cas par le colon, c'était ex-culturel. Notamment, ça a vécu une connotation idéologique. Voilà, c'est vraiment une emprise. Et cette emprise ne se passe pas de manière pacifique. Elle est inscrite dans la violence. Donc forcément, lorsque vous amenez de la violence à des êtres humains, il y a forcément des mécanismes de défense. Il y a forcément des réactions à ça. Et tout le long comme ça de l'histoire du Congo, vous avez cette réaction qui se met en place. On peut même remonter, là, avant que ma mère... C'est ça que vous appelez, doyen, murmure des ombres, là, dans vos voilà, ouvrages? c'est ce que j'appelle le murmure des ombres. Hein. Donc, le murmure des ombres, c'est qu'il y a quelque chose qui a été vécu, c'est ça que j'appelle aussi l'inconscient, qui a été vécu par nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous. Alors qu'on ne l'a pas vécu, on le ressent encore. C'est inscrit en nous, hein, ce qu'on appelle les archaïsmes de l'inconscient. Il y a quelque chose qui est inscrit en nous, qui fait que 2 générations après, on est toujours ancré dans cette histoire-là. On est baigné dans cette parole-là. Donc, voilà. Alors, j'allais évoquer ma mère, hein, qui me disait que j'avais un grand-père qui est mort sur le chemin de fer Congo-Océan. Au moment où on a construit le chemin de fer, vous savez comment ça s'est passé? C'était, on a drainé comme ça des tas de gens, enfin des Congolais, c'est des travaux forcés, parfois menés par des Tchadiens, des Centrafricains, enfin des gens qui venaient, en tout cas, qui venaient avec une barbarie, une cruauté impossible. Donc, comme si on est dans un système de bagne. Et tout ça, ça s'inscrit donc dans l'inconscience. Hein. Et ça fait boomerang. Donc, quand vous prenez des gens comme Machua se révolte contre cette emprise-là. Hein, l'histoire des 3 francs et tout ça, la taxe. Bon. Donc, ça veut dire qu'on va créer une société à marche forcée. Et donc, tout ça, ça reste inscrit dans notre histoire. Hein, mais doyen, dans notre mémoire. Doyen, le paradoxe, c'est que de Matsua jusqu'à ce jour, les nouveaux maîtres, notamment les nouveaux dirigeants, n'ont fait que prolonger la chose, notamment voilà, c'est des gens comme le nouveau colon. C'est ça le paradoxe. Voilà, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on est dans cette répétition, comment dire, et comme c'est une répétition, ça devient un traumatisme. Donc, un traumatisme qui fait que dans toutes les étapes de l'histoire, il y a ce traumatisme. Quand j'étais petit, j'ai moi-même vécu 59. Donc, dans cette, on va dire, guerre civile, déjà à l'époque, entre le nord et le sud, en tout cas, c'est inscrit comme ça. Hein, moi, je me souviens comment on marchait là, du côté de Wenzé, qu'on allait ailleurs parce qu'on avait un parent qui avait une maison qui pouvait nous abriter. Et donc, on est dans cette terreur-là. Donc, moi, j'ai vécu ça. Et donc, après, qu'est-ce que vous avez? Les indépendances. Vous avez De Gaulle qui arrive à Brazzaville comme si c'était un sauveur. Alors que ça précède aussi quoi? Brazzaville, capitale de la France libre, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont rentrés dans une terreur en participant à la guerre mondiale. Donc, sous prétexte de récompenser les anciens combattants, on vient imposer donc une république. De Gaulle nous donne soi-disant des indépendances, et derrière, il va déléguer, je ne sais plus le nom là, bon, en tout cas quelqu'un qui est connu là, celui qui a fait la France-Afrique là. Donc, il est délégué pour faire exactement le contraire. Et là, vous avez le Fulbert Yulou qui arrive. Ben, Fulbert Yulou qui arrive tout simplement parce que déjà, la France l'a choisi.
Et donc, il est là, comme on va dire maintenant, on dit c'est le préfet. Mais quand il s'en va, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment il quitte le pouvoir. Il quitte le pouvoir par une révolte. Et désormais, ça a inscrit dans l'inconscient collectif des Congolais 13, 14, 15 août. Et lorsque vous examinez ces 3 dates-là, c'est des dates qui vont revenir régulièrement. Tous les 13, 14, 15 août, il y a une espèce de terreur qui envahit le peuple, une espèce d'angoisse. Que va-t-il arriver? Et Massamba Deba arrive dans ce même contexte. Vous ne faites pas donc d'exception entre Yulu et Massamba Deba, les deux s'inscrivent dans cette logique de la conservation du pouvoir. C'est ce que vous voulez montrer? Il y a toujours cette logique-là et ils sont chassés du pouvoir chaque fois. Hein? Et donc, ce n'est pas une alternance. On ne peut pas utiliser le mot alternance. Parce que c'est chaque fois un soulèvement populaire. Donc, on est dans cette... c'est ce que les colons appelaient la horde sauvage. C'est-à-dire, c'est un fonctionnement, on va dire, c'est l'impulsivité, là. Hein? C'est impulsif. Hein? Il n'y a pas d'anticipation là-dedans. C'est une révolte. On a dit la révolution, etc., etc. Mais quand on réfléchit bien, il n'y a pas forcément de révolution, même si à la base, vous avez des syndicalistes qui sont des leaders, qui revendiquent avec un discours qui est européen. Je ne suis pas sûr que ce discours ait été intégré comme tel. Nous sommes toujours dans ce que j'ai appelé, lorsque j'ai écouté le discours de Sassou Nguesso, j'ai appelé ça un palinceste. C'est quoi un palinceste? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est écrit, un papier, vous venez écrire sur ce qui est déjà écrit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Et donc, nous tous là, l'intellectuel, on a été comme si on a été formaté d'ailleurs, je peux dire ça comme ça. Hein, moi qui travaille sur la formation, qu'est-ce que c'est que former? Former, c'est mettre des formes à la vie. Mais de quelle vie s'agit-il? Ce n'est pas la nôtre. On singe l'occidental. Et donc, nous sommes tous dans une sorte de palinceste, hein, c'est-à-dire qu'on est en copie, on fait comme si, tout ça. Et donc, même s'il y a un syndicat qui joue, mais le fond et la forme n'est pas la même chose. Évidemment, c'est une révolte. Est-ce qu'au cours de l'histoire, vous ne voyez pas qu'il y a quelques étapes où le phénomène est plus ou moins aigu, où il tend à s'estomper? Vous croyez que la ligne, elle a la même courbe? Alors, moi, je pars de l'hypothèse que nous sommes dans une société que les sociologues appellent anomique. C'est-à-dire, l'anomie, c'est que c'est un état de crise permanent. Et que chaque fois qu'il y a un événement, même si les fondations, je ne dis pas que les syndicats, M. Boucambou et les autres, quand même, 13, 14, 15 août, c'est vrai que c'est un mouvement huilé. Mais même s'il y a ça, mais on est toujours dans un fond qui va nous échapper parce que il y a des lobbying, il y a des emprises, il y a des tiraillements derrière. On n'est jamais vraiment en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui vient réactiver cette crainte qu'il se passe quelque chose. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que même si on pouvait lire l'histoire autrement, mais moi, la lecture que j'en ai, c'est de voir que tous ces comportements, c'est des comportements qu'on appelle contraphobiques. C'est-à-dire que pour se protéger d'une éventuelle phobie, une crainte, la peur, on a comme ça des comportements qui pourraient être comportements impulsifs. On va sauver. Bon, voilà. Et donc, quand vous passez de Yulu à Massamba Deba, donc vous avez ça. Quand vous passez de Massamba Deba à Marien Ngouabi, c'est encore plus criard. Hein? Et là, c'est vraiment le pompon parce que là, c'est l'état militaire qui arrive. Et moi, j'ai toujours regretté cette militarisation, c'est-à-dire que justement, on va venir s'imposer par les armes. Et là, c'est le début quand même d'une sorte de comment dire ça? C'est-à-dire, ce qui était déjà de la terreur, avec les armes qui vont crépiter, venez réalimenter
cette angoisse fondamentale. Moi, j'appelle ça un inédit vital. Un inédit vital. C'est-à-dire que on pouvait s'attendre à ce que quelqu'un prenne des armes pour dire déposer un président qui fait n'importe quoi. Coup d'État. Mais là, c'est l'État militaire qui s'impose. Et ça va démarrer comme ça. Et en plus, vient le parti unique. Donc, une sorte de sidération de la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même le fait de penser, de prendre du recul par rapport à ce qui se joue, eh bien, on est dans une sorte de pensée unique, pensée révolutionnaire. Moi, j'appelle ça une usurpation, justement, de quelque chose, d'un fonctionnement public, d'une société. Alors, à l'époque, on ne parlait pas encore de management, hein, mais c'est une sorte de management glacé qui va se mettre en place, puisque tout le monde va se mettre au boulot à charge forcée. Hein. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, même quand tu étais lycéen, il fallait passer par des choses pas possibles, quoi. Oui. Bon, voilà. Donc, moi, quand j'ai mon bac, on est obligé d'aller faire un service soi-disant militaire, encadré par des militaires avant de rentrer à l'université. Je ne sais pas si vous avez connu ces périodes-là. Mais en tout cas, nous, avant d'aller à l'INSEAD, à l'université, si tu n'avais pas fait une sorte de grande colonie, mais moi j'en ai gardé des séquelles, mais physiques, hein, puisqu'il fallait aller faire du sport encadré par des militaires. Moi, je n'étais pas destiné à être officier. Hein, bon. Voilà, donc là, on rentre dans une période encore plus traumatisante. Vous avez un parti unique, vous avez la soldatesque qui s'empare du pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui va se produire le 18 mars? Et là, dans l'inconscient encore, le mois de mars, tout le monde en parle. Voilà. C'est comme si au mois de mars, il devait se passer quelque chose. Mais voilà. Chaque fois, oui, voilà. Mars, bon, alors. C'était d'autant plus traumatique pour moi. C'est que dans mon parcours, je suis passé au séminaire. Mais avant d'aller au séminaire, j'ai été enfant de corps chez l'abbé Biayenda, celui qui m'a baptisé, etc. Et donc, quand on assassine le cardinal, j'arrive à la cathédrale désert, je vois arriver l'abbé Badilla avec cette ambulance, enfin c'était ce de Volkswagen, il a ramené, enfin il nous a expliqué la poussière, les soutanes, enfin tout ça, c'est pas le propos, mais en tout cas, vous voyez que là aussi il y a un ancrage dans une temporalité, hein, donc une sorte de kairos, les dates comme ça, voilà, le mois de mars, maudit, hein, et donc, voilà, Mariam Babi s'en va comme ça. Et puis, doyen, quand nous prenons Mariam Wabi, parti, Sassou Nguesso, j'entends Sassou 1, et plus tard, il y a un moment comme de rédemption avec le fameux phénomène de la conférence nationale ou encore de la fameuse vérité de réconciliation de l'Afrique du Sud. Tout cela dans le cadre de cette thérapie oui, mais ça, on y arrive parce que il ne faut pas non plus oublier Yombi. Hein? Yombi, qu'est-ce qu'il arrive? Quand il arrive au pouvoir, je repars toujours de l'inconscient collectif. Qu'est-ce qu'il amène, lui? Eh bien, je me souviens, le grand boulevard nettoyé. Il fallait, donc c'était de la propreté. oui. Tous les samedis, on allait travailler pour nettoyer les caniveaux et tout ça, parce que ville propre et tout ça, il a voulu organiser, en tout cas mettre les gens au travail. Hein, bon, et ça se termine. Sassou 1. Donc Sassou 1 arrive, et comment il s'en va? Il s'en va à la faveur de la conférence nationale. Et c'est là où les choses auraient pu basculer. Parce qu'on a critiqué Monseigneur Kombo. Mais souvenez-vous ce qu'il proposait. Hein, c'est ce que vous évoquiez là, c'est ce que tu évoquais, hein, John Lewis. C'est ce fameux lavement de main qui a été critiqué. Mais les gens ne se rendent pas compte
que cette histoire qui est ancrée en nous, si on ne fait grâce, si on ne fait pas attention, ben, les traumatismes vont se poursuivre, nos enfants, nos petits-enfants et tout ça. Hein? Et donc, à un moment donné, il faut faire rédemption. Justement, ce qui s'est fait en Afrique du Sud, ce qui s'est fait au Rwanda. Moi, je me souviens ici, en France, j'avais des collègues de psychologues, de psychanalystes, qui sont partis au Rwanda pour essayer d'accompagner des gens dans des thérapies de groupe. Parce qu'on a des combattants qui ont vécu aussi des traumatismes, mais qui ont peut-être même le sang dans les mains. Mais à quel moment ils vont se débarrasser de cette lourdeur-là? Ils ne se rendent pas compte que leurs enfants vont hériter. Doyen, à peine commencé, vous avez déjà des questions qui vous arrivent là. Oui. Nous avons une auditrice qui suit l'émission depuis, je crois, le Canada. Voilà, question. Son nom, c'est Laetitia. Comment faire justement pour sortir de ce traumatisme répétitif, de cette terreur inconsciente, de cette peur qui s'active dans le comportement du peuple congolais? La fameuse thérapie. Je crois que vous en... Alors, c'est à vous. Alors, comment faire? Mais comment faire? Mais Monseigneur Kombo avait commencé... La conférence nationale, une option déjà. Hein? C'était une option. Mais après, vous avez des cercles de réflexion. À un moment donné, moi je me suis dit, il y a toute une flopée comme ça de pasteurs qui émergent, de religions qui émergent. Peut-être que ça sera peut-être des lieux comme ça de rédemption, mais ça a complètement dérivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même pas évoqué. Au contraire, c'est comme si on encourageait les gens non pas à faire pénitence, mais à se dire que c'est un sort qu'il faut subir, quoi. Donc, voilà. Donc, mais pour moi, dans le travail que je fais, puisque je reçois quand même dans mon cabinet de psychanalyste des gens comme ça qui viennent parce qu'il y a des choses qui ne se comment dire, il y a des choses qui ne se déclenchent pas. Ils sont toujours dans cette répétition de l'échec. Mais il faut travailler sur les antidotes de la répétition. Et les antidotes de la répétition, c'est de faire des cercles de réflexion, des cercles de se raconter, les récits de soi. Hein? Nous, on utilise ça souvent avec les adolescents. Se raconter. Le verbal. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette culture du verbal, d'ailleurs que j'ai reproché au président, dans un moment comme ça où il y a une pandémie qui arrive, on attend une parole forte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui est en train de lire un papier. Donc, faire du plagiat. Hein? Voilà. Donc, mais là, on attend des personnes capables de parler. Il faut aller parler, il faut réactiver la parole. C'est ce que j'appelle le sujet, la place du sujet, la place du kimuntu. Il faut réactiver le kimuntu. Et donc, c'est un travail éducatif au sens éducaré du terme. C'est-à-dire celui qu'il s'agit d'accompagner. Que pensez-vous de cette palabre de l'Afrique du Sud, notamment qu'on appelait vérité et réconciliation? Est-ce que, à partir de là, est-ce qu'on peut apporter une esquisse de réponse à la question de Laetitia? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là? C'est des cercles de parole. C'est des gens qui viennent dire ce qu'ils ont fait. Et alors, ici en France, il y a quelqu'un qui s'appelle Cyrulnik qui dit le travail de la résilience. Hein. Il faut travailler sur la résilience. C'est-à-dire, la résilience, c'est quoi? C'est se raconter. Et lorsqu'on se raconte, on se structure. Voilà. Donc, mais quand on se restructure, qu'est-ce qu'on convoque? On convoque la place de la parentalité, de comment cette parentalité nous a accompagnés pour structurer notre personnalité. Or, comment on structure nos personnalités? En allant convoquer les assises anthropologiques, les cultures de nos parents, mais qu'on a complètement balayé. Nous, quand on a tenté de parler de tribalité, c'est ce qu'on essayait d'aller rechercher. C'est-à-dire, comment structurer la personnalité.
Mais cette personnalité, elle se structure par rapport au fait que chaque individu est un être de parole. Il est sujet parce que ses assertions sont prises au sérieux. Et dans Doyen, on a souvent pris l'habitude de confondre, de faire la confusion sémantique entre ces deux termes, tribalité, tribalisme. Je sais qu'il y a quelques années, avec un de vos amis, vous avez fait des travaux là-dessus. En quoi, quelle est la substance de cette tribalité et comment contraste-t-elle avec le tribalisme qui, en fait, est un concept utilisé dans le contexte dont nous parlons? C'est vraiment encore une trouvaille, mais qui ne fait que, c'est ce que j'appelle des comportements, des paroles contraphobiques, c'est-à-dire on se défend d'être tribal maintenant. Alors ça revient, on dit tribal, tribal, tribal. Mais tribal, ça ne veut rien dire. Mais que les gens s'appuient, quand ils s'accaparent du pouvoir pour favoriser apparemment leur ethnie, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas forcément de l'ethnie, il s'agit plutôt des imposteurs qui, s'appuyant sur ça, vont faire croire qu'ils sont là pour sauver toute la tribu. Ben non, c'est toujours une histoire familiale. Hein? C'est le cercle restreint. C'est le cercle restreint. Et la tribalité, c'est un sentiment d'appartenance à des assises culturelles qui ont fondé la structuration de notre personnalité. Donc, vous avez l'accès aux symboles, aux symboliques. Il y a des symboles dans l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Il y a l'imaginaire. Et puis après, vous avez, dans l'autre topic lacanien, on dit le moi, le surmoi et tout ça. Bon, le surmoi, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a des interdits fondateurs. L'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, etc., des choses comme ça. Il y a des choses qui vont fonder l'humain, qui vont fonder ce qu'on appelle le kimutu. Hein? C'est-à-dire qu'un être humain et être humain, ce qui le différencie de l'animal, c'est justement qu'il y a ce qu'on appelle les processus d'attachement, qu'il est attaché à ses parents qui lui donnent ce qu'on appelle ce qu'on appelle les méta-besoins, c'est-à-dire ces méta-besoins qui sont la santé somatique et psychique, la sécurité et la protection. Hein? Et donc, pour faire rédemption, il faut revenir à ces notions de sécurité et de protection. Il faut que dans tous les coins du pays du Congo, on se sente en sécurité. Hein? Mais te sentir en sécurité parce que tu as déjà des assises qui t'ont permis d'avoir des repères pour te sentir en sécurité. Hein? Et donc, réconciliation et vérité, c'est le retour, la réconciliation, la réappropriation de la parole. C'est chaque personne se réconcilie avec la parole, mais la parole qui fonde la structuration de sa personnalité. Alors, je voudrais voir revenir un peu sur le rapport qu'on peut établir entre ces méta-besoins de l'homme, besoins somme toute essentiels, et cette mémoire, cette violence entretenue par le politique, entretenue par stratégie, puisque c'est ça qui leur permet justement d'asseoir leur hégémonie sur la population. Alors, doit-on dire que dans la plupart des cas, tous les États qui fonctionnent de cette manière et dont les peuples sont martyrisés, évoluent dans cette violence, dans ce traumatisme, pourront ou ne peuvent pas évoluer? Doit-on expliquer ceci par cela? Il y a un blocage. Si on parle de trauma, de traumatisme, c'est que quelque chose, il y a un nœud qui s'est mis en place qu'il faut dénouer. Hein? Mais comment il faut le dénouer? Il faut retrouver des repères de sécurité, de sécurisation. Hein? Et donc, si vous ne... Comment dire ça? Pourquoi on dit démocratie et tout ça? Pourquoi, si je reviens un peu à la sociologie, que je sors un peu de mon champ de lecture habituel, c'est que quelqu'un, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut.
Hein. C'est ce qu'on appelle les habilitations intersubjectives, c'est-à-dire qu'on reconnaît les compétences des gens et on leur met la place de ces compétences-là. Mais ces compétences-là, pour que ça marche, il faut qu'elles soient nommées par ceux qui vont te mettre à cette place-là. Or, il n'y a qu'un Noki-Noki, tu n'as aucune compétence, mais on va te mettre là, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu bouleverses. C'est l'imposture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, qu'est-ce qui se passe? La place, c'est ce qu'on appelle l'inconscient héroïque. Vous vous rendez compte, dans un pays comme le nôtre, il y a des honorables maintenant. Hein, il y a des vénérables. Enfin, comment est-ce que toute une société avec une culture basée le Kimuntu est à ce point dévoyée l'humanité, l'humanitude? C'est pas croyable. On est basculé même au niveau linguistique sur des choses mais tellement essentielles que bon, on va importer des cultures, on va singer le blanc, etc. Enfin bon. Donc, c'est vraiment des pertes de repères. Il faut revenir. Doyen, curiosité, est-ce que le Kimuntu lui-même ne peut pas aussi s'enrichir des expériences extérieures, pensées? Si c'est fait, si on est dans une échange, comment dire, une rencontre, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Siboni, qui a écrit un livre, parfois que je recommande à mes étudiants. Le titre du bouquin, c'est Les entre-deux. Et les entre-deux, le sous-titre, c'est à l'origine du partage. C'est-à-dire que quand les deux cultures se rencontrent, elles s'enrichissent mutuellement. C'est ce qu'on pourrait appeler le métissage. Et donc, là, évidemment, le Kimuntu ça devient non pas le Kimuntu au sens l'altérité, l'humanité, mais ça devient l'humanitude. C'est-à-dire que je ne fais pas à l'autre ce que je ne souhaiterais pas qu'on me fie à moi. Et donc, c'est ça cette Kimuntu qui s'enrichit, évidemment, mais grâce à la science, mais même les sciences. On est dans la science, si vous prenez la science occidentale, on est dans une pensée logico-mathématique. Et donc, il y a un avant, un après, etc. etc. Si je reviens sur le Covid, pourquoi le professeur Raoult a été contesté? Parce qu'on a dit, ben voilà, il ne suit pas le protocole scientifique et tout ça. Oui. Mais ça, c'est la pensée logico-mathématique. La pensée didactique, on va dire. Mais vous avez d'autres modes de pensée, peut-être la nôtre. Mais il faudrait faire une étude comme ça, comment nous on pensait. Ce n'était pas forcément hypothético-déductible, mais c'était une pensée circulaire. La pensée occidentale, c'est une pensée circulaire, mais elle n'est pas hypothético-déductible. C'est-à-dire que Raoult, il dit, moi j'ai de l'expérience, j'ai vécu 10 ans en Afrique, j'en ai mangé de la chloroquine, Nivaquine et tout ça, et j'ai cette expérience-là, ça peut marcher, parce qu'il y a une urgence à ce moment-là, mais tu as une sorte de canevas, tu as une nomenclature sur laquelle tu te reposes, mais quand tu vas les soigner, tu deviens clinicien. C'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a une interlocution. Ton patient, c'est un interlocuteur. Et vous êtes donc dans une réciprocité, ce qu'on appelle la réciprocité éducative. C'est-à-dire, si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides à t'aider. C'est-à-dire que l'autre en face de toi, ce n'est pas un ignorant. Donc, c'est bon. Mais dans le cas de Raoult ou de ce jeune Congolais démocratique, comment on l'appelle, Jérôme, je crois, Mouyangi. Voilà. Est-ce que nous pouvons dire que la recherche comme telle scientifique, elle est manipulée et orientée strictement par ceux qui dirigent pour des fins peut-être inavouées, ou encore qu'on nous demande de nous insérer dans une espèce de conformisme social, de rite? Je vais mettre un peu la lumière, parce que je ne me vois plus. J'ai eu une remarque
d'un auditeur qu'on ne vous voit pratiquement plus. Moi-même, Ben oui, donc je vais allumer quand même parce voilà, que… nous allons donc donner à notre invité la possibilité d'ajuster sa lumière. Alors, je vous rappelle que nous sommes à la radio de la communauté avec le professeur Georges Tsiba, qui est un ami de la radio de la communauté depuis plusieurs années, que vous connaissez. Nous parlons ici des événements traumatisants vécus par notre peuple, puisque la problématique porte sur le Congo. Comment ces événements sont chaque fois réactivés quand il y a un événement politique ou social comme le fameux Covid. Alors, nous avons, avec Georges Tsiba, commencé à exploiter la problématique depuis les années de l'indépendance. Nous voyons comment le politique lui-même entretient cette relation, notamment comment ils utilisent ces événements pour essayer de violenter le peuple et quel en est l'impact. L'impact, c'est que le peuple est dans l'obscurantisme, le peuple ne peut pas évoluer et qu'à partir de ceci, nous comprenons pourquoi certains pays peuvent facilement évoluer et que d'autres traînent les pieds à le faire. Alors, quelle est la thérapie à envisager? Ce sera peut-être la chute de l'émission, mais nous voulons d'abord, doyen Georges Tsiba, que vous insistiez sur le fameux état d'urgence qui est encore venu violenter davantage ou exhumer ce que les Congolais, cet inconscient collectif des Congolais, notamment les mesures prises par le gouvernement, l'imposition de l'état d'urgence et peut-être de l'état de siège, puisque nous apprenons que dans ce pays, les militaires sont en train de signer des autorisations de vol, d'atterrissage et tout. Alors, nous ne savons exactement pas ce qui se passe. Dans quelle mesure peut-on dire que ce que le discours de Denis Sassou Nguesso constitue encore un autre facteur qui vient de déclencher ce que nous décrivons, notamment cet inconscient collectif? Alors, donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est certains qui se sont accaparés de ça, ce qu'on appelle l'inconscient glorieux, hein, ou une sorte d'idéal du moi, comme ça. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, ben, on se croit tout permis. Alors qu'il y a quand même un certain nombre de règles. C'est ce qu'on appelle la technostructure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses dans le management qui sont fixées. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fonctionne. Et qu'on ne se prononce pas en son propre nom. On se prononce au nom d'une politique globale, au nom d'un référent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des indicateurs, il y a un travail qui a été défini, circonscrit, il y a une anticipation méthodologique, c'est-à-dire qu'il y a des supports qui sont mis en place, mais là, on assiste à quoi? À quelque chose il y a deux types de fonctionnement. Ce qu'on appelle l'impulsivité, parce que cette impulsivité qui amène l'arrogance, je suis colonel, oui. Et comme je suis colonel, je me permets de signer, les Libanais, ils vont pouvoir partir alors que les frontières sont fermées. Mais parce que je me prononce en mon propre nom. Et que j'ai une sorte de cette… C'est incroyable, ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on sort de la technostructure, on sort de la nomenclature qui est mise en place parce qu'on serait colonel ou le fils d'eux. Enfin, et donc, on va se permettre comme ça de passer, de sortir du cadre. Il n'y a pas de société sans cadre. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'usurpation. L'usurpation, c'est de faire on se crée une espèce d'idéal du moi. Je suis parvenu, je suis colonel, j'ai des galons. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, lorsque Marien Ngouabi arrive avec la militarisation du Congo, là, on était mal parti. Hein, que ce n'était pas pour, en tout cas, calmer nos angoisses. Hein. C'est du terrorisme. Voilà, doyen, je vous informe donc à tous ceux qui nous écoutent que nous avons l'arrivée d'Alphonsine Mukwiza. Alphonsine, est-ce que vous nous entendez? Que je vois avec plaisir. Voilà. Oui, bonjour, monsieur Tsiba. Bonjour. Voilà, Alphonsine Mukwiza qui est amie de la radio. Nous allons donc… Alphonsine, vous allez vous jeter rapidement à l'eau avant de parler solidarité. Alors, nous parlons ici des mesures prises par des soldats qui autorisent l'atterrissage des vols, outrepassant donc l'autorité
ce qu'ils appellent là-bas l'Agence nationale pour l'aviation civile, donc qui délivre ces autorisations. Alors, dans quel monde sommes-nous désormais? C'est très grave, ça. Alphonsine. Alors, je ne sais pas. Merci à Monsieur Jean Lewis, encore une fois, pour ce grand boulot que vous faites de sensibilisation, de mobilisation. Et je salue Monsieur Georges Tiba pour sa présence et sa brillante intervention, comme d'habitude. Hein. Voilà. Ben, merci pour cette parole. Alors, moi, je me dis les vols, parce que vous parlez des vols Air France. Mais vous savez bien que le principe de la France… Il y a un autre vol du Liban hein, dont on parle. Ah, du Liban. Oui. Alors, ce sont les Libanais qui repartent chez eux. C'est tout? Mais ces vols ne sont pas autorisés par l'autorité habilitée à le faire. Ah oui, mais justement, c'est ce que M. Georges Tsiba est en train de dire, qu'on est dans un pays sans cadre. Donc, tout le monde est chef dans tout. Tout le monde fait tout. Et personne n'est responsable. C'est ce qu'on dit, justement. Tout le monde est chef dans tout et personne n'est responsable. Donc, les vols qui viennent, alors, dans quel cadre ces vols-là atterrissent? Ils atterrissent vides ou chargés? Donc, si ce sont des vols qui atterrissent vides, il faut que la procédure soit respectée. Donc, l'Agence nationale de l'aviation civile, je pense que c'est d'abord son boulot. Après, il faut voir par rapport aux affaires étrangères, quels sont les accords qui ont été signés par rapport à l'atterrissage de ces vols. Oui. Donc, c'est ça le problème. Donc, je suppose qu'au niveau de la diplomatie, la diplomatie congolaise a accepté l'atterrissage de ces vols malgré la fermeture des aéroports. Voilà, merci donc. Je vous rappelle que Alphonsine Mikuiza est également ami de la radio. Alphonsine, vous arrivez donc ce dimanche avec une autre information qui porte sur la solidarité. Doyen Tiba, vous pensez aussi à la solidarité, hein? Avez-vous fait des dons au pays, Doyen Tiba? Mais je ne fais que ça. Toute l'année. Moi aussi, je ne fais que ça, mais on préfère ne pas en parler sur les antennes. Alors, Alphonsine, vous avez une initiative qui porte sur la solidarité, précisément au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci, Monsieur Jean Lewis. Ben, j'encourage et je félicite tous nos compatriotes, surtout ceux de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, c'est la diaspora partout dans le monde qui mettent en place des initiatives pour aider les populations les plus démunies au Congo-Brazzaville. Parce qu'on sait aujourd'hui que la situation est catastrophique et qu'il y a l'urgence. Donc moi, justement, par rapport à cette urgence, j'ai eu des associations des femmes, des mamans congolaises qui m'ont sollicité pour les aider à aider ceux qui sont dans la difficulté, mais la vraie difficulté, ceux qui sont dans la galère, la misère, ceux qui n'ont rien à manger. Donc, c'est une urgence, l'alimentation. Quand on n'a rien à manger, je pense qu'on ne tient pas 7 jours et on meurt. Voilà. Donc, ces mamans-là m'ont sollicité. Ils m'ont dit, voilà, nous ici à Brazzaville, on entend parler des dons, mais notre secteur, notre quartier, notre arrondissement, on n'a rien vu. On ne sait pas quoi faire. On meurt de faim. Les jeunes femmes, les mamans qui vendent au marché, comme le marché, le passage au marché est limité. On ne sait pas quoi faire, comment s'en sortir avec nos familles pour nourrir nos familles. Vous imaginez les jeunes filles qui vendent du bois, du charbon, du riz, du tangawi. C'est ça la difficulté, le problème aujourd'hui. Donc, moi, je dis par rapport à je n'ai pas assez de moyens, je vais solliciter mes compatriotes de la diaspora pour voir si on peut aider, mais c'est une aide immédiate. Donc, on a besoin de l'aide immédiate en vivre. C'est de ça qu'il s'agit, en vivre. Alors, Alphonsine, c'est cette photo donc, que nous voyons, c'est celle de Mukongo. Oui, de ma publication, justement, c'est pour… alors, les mamans ont évalué en fait leurs besoins urgents par rapport au nombre de personnes qu'elles ont pu
recenser ceux qui sont vraiment dans la difficulté, les mamans, les grands-mamans, les jeunes filles, mères, ainsi de suite. Donc, elles m'ont envoyé leurs propositions, leurs projets. Elles m'ont dit, voilà, nous, on a besoin, si on peut au moins ravitailler 500 personnes dans ces quartiers-là, voilà, on a besoin de 100 sacs de riz, Oui. de 20 bidons de litres d'huile pour 500 personnes et du matériel pour fabriquer nous-mêmes 500 masques. Donc, on démarre d'abord sur ça et puis on va distribuer au fur et à mesure, on peut élargir, étendre l'aide partout où il y a vraiment une grande nécessité, une grande urgence. Donc, justement, c'est pourquoi j'ai dit, tiens, étant donné que moi-même, je ne peux pas tout financer parce que le don est d'abord volontaire et normalement, le don est anonyme. Donc, moi, j'ai pris l'initiative avec ces mamans-là de publier justement, de créer le compte sur Litchi pour justement pour que ceux qui ont la bonne volonté puissent participer. Celui qui a 2 €, il met. Celui qui a 5 €, 10 €, 50 €, ainsi de suite. Donc, c'est sur Litchi que j'ai créé justement cet appel aux dons, mais c'est directement pour distribuer l'alimentaire et jusqu'à peut-être louer un véhicule citerne pour ravitailler certaines personnes en eau potable. Parce que vous vous rappelez qu'il y a eu des éboulements et de l'inondation, par exemple, dans Filou. Il y a des gens qui n'ont plus rien là-bas. Et il n'y a aucune aide qui est arrivée là-bas jusqu'à ce jour. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour ces populations qui n'en peuvent plus. Donc, c'est ça l'urgence. J'ai dit, bon, ben, par rapport à ce que moi j'ai, je ne peux pas faire toute seule. C'est pourquoi je sollicite tous nos compatriotes qui peuvent venir en aide. Et en plus, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui sera versé, cotisé, toutes les dépenses seront publiées et ceux qui vont contribuer sauront là où est allé leur argent. Donc, il y aura la transparence. Le problème, Alphonsine, il faut insister sur la gestion de ces ressources, de ces dons, parce que chaque fois, on constate que ces dons ne sont pas bien gérés et que des problèmes, aussi bien ici qu'au pays. Alors, vous devez insister sur la gestion, sur que les dons doivent aller directement dans les mains de ceux qui souffrent, qui ont des difficultés, car nous savons qu'il y a déjà beaucoup de gens là-bas à Brazzaville qui peut-être n'en ont pas besoin. Il faut donc faire la priorité à ceux qui souffrent. Exactement. Ben, il y aura les images. Donc, les mamans ont promis fournir les images à la diaspora qui va aider. Les mamans ont promis de filmer les factures, tout ce qu'elles vont faire. Parce que j'ai déjà aidé ces associations-là personnellement depuis 2016. Hein. Donc, parfois, je les aide, mais quand j'envoie de l'argent, elles utilisent l'argent pour ce qui a été convenu. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec cette association. C'est une association des femmes, des mamans, qui sont bien capables de gérer et elles vont donner l'aide à celles et ceux qui sont vraiment dans la grande difficulté et on va y veiller justement. Donc, j'ai confiance à ces mamans, à cette association parce que j'ai déjà fait quelque chose avec elles et ça se passe bien. Mais là, ça demande, on veut aider au moins 500 personnes. Donc, on a misé entre 500 et 1000 personnes. Voilà, et ça va se faire. Il y aura le contrôle, il y aura des factures qu'on va publier. Rien ne sera caché. Je reviendrai vers vous d'ailleurs pour montrer à ceux qui vont donner ce qu'on va faire avec leurs dons. Alors, Georges Tiba, votre réaction sur l'initiative comme telle, on voit qu'un peu partout, en France là-bas, il y a des gens qui ont même promis de louer des avions. Alors, je voudrais vous entendre sur ce projet, sur comment on peut essayer de canaliser tout ça pour renforcer l'aide, parce que les gens souffrent. Les nouvelles que nous apprenons sont mauvaises. Georges Tiba, réaction sur ce problème. Ben, Alphonsine vient de donner le modus operandi. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire et qu'encourager ce genre d'initiative. Hein. Donc, moi, je prends ici l'engagement d'y participer, hein, comme je participe souvent à d'autres engagements. Hein. Mais il faut vraiment encourager par ça parce que vous voyez très bien que la faillite de l'État nous pousse
justement à nous appuyer que sur ça. Hein, puisque tout à l'heure, je parlais d'inconscient collectif. Mais là, on retrouve nos assises. Le Kimuntu, c'est ça. C'est venir au secours. Sauf que le Kimuntu apparaît quand? Lors des veillées. Hein, je voyais quelqu'un me dire aimons-nous vivants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'elle est morte, mais on dépense des sommes, mais fabuleuses, mais du vivant. On n'a pas cette solidarité-là. Et comment ça se fait? Donc, mais très bonne initiative, bravo. Hein, donc, mais on encourage ça. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Hein? Voilà, j'ai quelques réactions ici dans le cadre de cette émission. Nous allons bientôt nous séparer et aborder la chute de cette émission. Alphonsine, vous restez avec nous. Alors, nous avons bon, l'image du docteur. Voilà, nous venons de rectifier l'image, Serge. Hein, merci de votre remarque. Alors, vous avez... nos pays ont toujours eu d'énormes problèmes logistiques et de communication physique. Donc, ces problèmes ne peuvent pas se résoudre tout d'un coup en pleine crise. Je continue. Conclusion, il sera difficile, voire impossible d'atteindre les vrais Congolais qui ont le besoin d'aide. Bon, voilà, je crois que ça c'est à Alphonsine. Hein. Ça va être oui, difficile. je peux. Non, oui, non. Oui, je peux répondre. Oui. Alors, moi, cette association des mamans, c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'imaginaire, c'est des mamans qui sont sur le terrain, qui s'occupent des jeunes filles, des personnes âgées. Donc, elles ont déjà recensé celles et ceux qui sont vraiment dans la grande précarité. Donc, il y a des listes, il y a déjà un travail qui était déjà fait, qu'elles avaient déjà commencé à faire. Donc, l'aide ira à ceux qui en ont besoin et nous allons y veiller. De toutes les façons, je fais confiance à ces mamans-là. Je sais qu'elles vont faire les choses correctement parce qu'elles ont dit, mais si on déconne et que si on ne respecte pas ce que vous nous apportez, on n'aura plus votre aide. Donc, plus personne ne va nous faire confiance pour nous aider. Donc, on est consciente pour bien utiliser cette aide et que cette aide va bénéficier à ceux qui sont dans la difficulté réellement. Donc ça, moi, je fais confiance à ces dames-là, étant donné que moi-même, comme je l'ai dit, j'ai déjà envoyé de l'argent d'aide avant que la situation ne se dégrade et elles ont utilisé l'argent pour ce qui était convenu. Donc, et puis après, on sera transparente. Elles-mêmes, elles vont partager les vidéos, elles vont partager ce qu'elles vont faire, elles vont partager la distribution, les images de distribution. Donc, vous allez voir ces images-là, il y aura de la transparence. De toute façon, il y aura de la transparence. Alors, je vais également vous dire que je gère déjà les comptes des grandes associations ici et j'ai toujours été transparente dans la gestion. Donc, actuellement, je gère le compte de CRC Brazza et il y a la transparence dans les comptes. Donc, il n'y aura pas de problème pour la transparence avec les mamans. C'est des mamans, des femmes responsables, justement. Voilà. Doyen, question de curiosité avant de terminer ce journal. Est-ce que, sur le dernier point, Doyen, est-ce que vous avez l'impression que les Congolais répondent massivement à cet élan de solidarité, car nous savons que dans d'autres pays, la chose se passe peut-être un peu autrement, hein, que nous le faisons dans nos diasporas. Mais je crois que ce qu'on a abordé aujourd'hui, qui était la question de l'inconscient collectif, c'est ancré chez le Congolais. Le Congolais n'aime pas forcément le matalana. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas là. C'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer les mouvements de solidarité qui existent entre les gens. Hein? Ce qui est défaillant, c'est l'appareil d'État. Mais les gens entre eux sont solidaires. Ça reste. Et c'est peut-être à partir de cette solidarité-là que le processus de résilience va se mettre en place chez nous. Mais Doyen, la fameuse, parce qu'on va en terminer maintenant sur cette thérapie, comment dire, envisager la thérapie de la survivance, elle viendrait du citoyen lui-même ou ça doit être une action collective
initiés par ceux qui dirigent, encore que ceux-là sont eux-mêmes les bourreaux. Comment envisager cela? Non, ceux qui sont là, ils ont fait faillite. Hein? Donc, c'est la faillite. Il faut cette thérapie va se faire si on retrouve la culture orale. Monseigneur Kombo, je reviens toujours à Monseigneur Kombo, qui avait initié le lavement des mains. Il nous faut trouver une personnalité, comment dire, je ne sais pas comment le dire ça, c'est-à-dire à partir du moment où on aura quelqu'un qui a une parole forte et que tout un moment, on va lancer comme ça, je ne sais pas moi, ça peut être des semaines de prière, hein, ça peut être où on vient ici expier, sortir de la culpabilité. Je vous dis, il y a des gens qui ont des sangs sur les mains, mais qui vivent ça peut-être de manière traumatique. Mais s'ils ne vont pas voir quelqu'un pour déposer ça, ça va être difficile pour leurs descendants. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'à eux, hein, parce que c'est des choses qui vont ressortir des générations après. Il faut qu'à un moment donné, on prenne conscience qu'à un moment donné, il faut déposer, il faut passer par la parole. Hein, c'est ça la thérapie de la survivance. Hein, cet traumatisme qui survit en nous, il faut retrouver des assises pour ça. Ça peut être les prières, ça peut être les églises, mais ça peut être aussi des cercles de réflexion chez les intellectuels, etc., etc. Ça peut être tout simplement des thérapies de groupe. Ça s'est fait au Rwanda. Ça s'est fait au Rwanda. Je vais même vous dire, ça s'est fait en Roumanie. Ça s'est fait en Roumanie. Des groupes de parole. On a l'air de ne pas prendre ça au sérieux. Mais pourquoi il y a une flambée de groupes de prière? Mais c'est ça, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut revenir à la parole. Il faut se réconcilier avec la parole. Mais ça ne profite pas à ceux qui dirigent. Est-ce que sont-ils prêts à encourager ces initiatives, à les encadrer, à créer un espace de liberté dans les médias et ainsi de suite? C'est ça la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... quand on parle le mot autonomie, l'autonomie c'est quoi? Autonomie c'est auto-parler. C'est-à-dire quand on arrive à nommer soi-même les choses. Alphonsine vient de dire, c'est des filles qui arrivent à gérer. Et donc il y a une réciprocité, c'est ça qu'il faut encourager. Cette réciprocité, je disais tout à l'heure, éducative. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides à t'aider, etc. Et donc, si on est dans des cercles comme ça, où les gens ouvrent leur, l'accès au symbolique, l'accès au imaginaire, l'accès à la créativité, on va y arriver. Mais que ceux qui ont, comme ça, des fautes à expier, ben ils le disent. Comment ils ont fait en Afrique du Sud? Et pourquoi ça ne se fait pas au Congo? Bon, voilà, donc je ne sais pas quoi dire d'autre, mais le cadre, il est là. Il faut s'en saisir. Mais pour s'en saisir, il faut sortir de cet inconscient glorieux, des vainqueurs. Les gens qui sont au pouvoir disent, mais nous, on l'a acquis. Ce pouvoir, on l'a acquis de force, là. C'est un butin de guerre. Il faut sortir de ça. Oui. Et puis alors, je ne vais pas rentrer dans des choses, mais quand vous vous rendez compte que la relation qu'on peut avoir, les Congolais sont attachés à leur maman. Mais ce n'est pas au point de donner à une randonnée guerrière le nom de sa mère. Mais, voilà, mais oui, il est où le père? Voilà, donc merci doyen Alphonsine, un mot là-dessus sur comment... Réhabiliter la parentalité, voilà, ça aussi, ça fait partie des éléments de thérapie. Une réaction Alphonsine avant de clôturer sur quelques infos? Alors, monsieur Georges Ntiba a été bien clair, bien poignant là. Réhabiliter le partage, réhabiliter
l'échange et faire confiance également à l'être humain. On ne va pas toujours vivre dans la suspicion. Justement, c'est ce qu'il a dit, c'est très profond. Donc, il faut que la confiance revienne, que nous nous fassions confiance également pour parler. Sans ça, on n'avancera pas. Justement, c'est ce que je suis en train de constater. Y en a qui viennent vous dire, oui, mais vous avez lancé un appel aux dons, après vous allez utiliser l'argent pour vous, vous allez empocher. Mais ma parole, il faut à un moment donné qu'on se fasse confiance. Et également, il faut à un moment donné aussi, c'est vrai, quand on a bénéficié des dons, qu'on soit clair, qu'on puisse montrer qu'est-ce qu'on a fait avec les dons. Ça, c'est normal. C'est vrai que dans notre diaspora, il y a eu beaucoup de collectes de dons et on n'a jamais vu les gens rendre les comptes parce qu'on ne se fait pas confiance également. Donc, c'est rendre les comptes permet d'établir la confiance. Si vous ne rendez pas compte de l'utilisation de ce qu'on vous a donné, ben, la prochaine fois, les gens seront réticents. Déjà qu'on a du mal à parler, à échanger. Alors, vous imaginez bien quand il s'agit d'argent, même si ce n'est pas grand-chose, la personne qui a donné aura toujours ce sentiment d'être arnaquée. Donc, cet échange mutuel doit être au centre de toutes les activités, peu importe lesquelles, y compris les activités d'aide au pays. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que M. Georges Ntiba vient de dire. Voilà, la radio de la communauté, merci donc à tous ceux qui sont connectés sur YouTube et sur Facebook. Nous avons quelques infos avant de refermer ce journal. On nous annonce ici le décès de M. Pierre Manteau en France à l'âge de 77 ans. On le présente comme un matsuaniste. Hein, voilà, c'est M. Hervé Maïka. Pierre Manteau, le dernier porte-flambeau des matsuanistes, nous quitte ce jour à 77 ans à Paris. Bon, moi, je ne l'ai pas connu. Mes condoléances. Voilà. Le nom, je ne l'ai pas connu directement, mais le nom me dit quelque chose. Vraiment, mes condoléances les plus attristées. Et je prie le bon Dieu de fortifier la famille parce que c'est une situation difficile. Bon, que le bon Dieu l'accompagne là où il va. C'est une grande perte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est dur. Voilà. Voilà. Je m'y associe aussi. Hein, oui, c'est très gentil. Voilà. Je ne savais pas qu'on avait encore des matsuanistes en vie. Hein. Je crois que tout le monde était déjà… Il y en a encore. Il y a des jeunes encore. Il y a également des jeunes. OK. Alors, nous avons… Oui. Nous avons d'autres infos, notamment un accident. Voilà, on déplore toujours ces accidents. C'est Brazanews qui nous rapporte ceci. Sur la route, je crois, de Makabandilou, on déplore un accident ici. Vous voyez une voiture qui s'est renversée. Le commentaire, accident vers terre jaune au quartier Makabandilou, Brazzaville, à cause du mauvais état de la route. Une voiture de marque RAV4 s'est renversée dans un caniveau. Heureusement, il n'y a eu aucun cas grave. Voilà, c'est heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ou de morts. Dernière information, nous avons au niveau… vous vous souvenez, Alphonsine, ici, nous avons toujours déploré le fait que ce gouvernement n'imite pas ce qui se fait à l'étranger en matière de comment traquer le virus jusqu'à ces derniers retranchements. Bon, vous allez apprécier ceci. Voilà l'image que Brazanews nous a envoyée. Alors, comment vous appréciez ceci? Alors, ils vont donc dans les rues pour pulvériser les insecticides, traquer le virus dans ces derniers retranchements. Réaction? Franchement, je ne comprends pas. Il y a un comité, non, de Covid là-bas. Oui. Il y a quand même des spécialistes dans cette commission. Ma parole. Le Congo a quand même des spécialistes là-bas, non? Absolument. Ben oui, mais alors là, la désinfection, ils ont confiné comment? On a mis des gens en quarantaine où? On a soigné qui? Il y a combien de nombre de contaminés? Il y a combien de décès? Mais rien n'est
Rien n'est contrôlé, il n'y a rien. Alors, nous faire le cinéma de pomper des insecticides, c'est bien peut-être pour le paludisme, et à condition que ce soit des produits qui ne soient pas nocifs aussi pour les poumons de la population et l'environnement. Mais Alphonsine, vous ne l'avez pas dit quand il s'est agi des autres pays. Nous avons vu, on a projeté des images où des gens pulvérisaient ces produits, nettoyaient, lavaient pratiquement les rues. On l'a vu au Japon, un peu partout. Mais ah non, mais c'est différent. Hein? Mais oui, mais c'est pas la même, c'est pas pareil. Ils ont contrôlé les contaminés, ils ont contrôlé ceux qui sont contagieux, ils ont contrôlé, ils ont testé, ils ont confiné, ils ont. C'est pas possible. C'est pas en sortant comme ça avec des surblouses ou je sais pas des combinaisons pour aller. Alors ils pompent déjà où? Ils pompent dans la rue. Je ne comprends même pas l'efficacité de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne comprends rien du tout. À part des coups d'annonce pour montrer à la télé, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste, mais quand les autres font ça, c'est qu'ils ont déjà travaillé en amont. Oui. Vous avez vu en Asie, les gens étaient confinés et pendant ce confinement sérieux, le contrôle de ceux qui étaient malades, ceux qui étaient porteurs, le confinement de ceux qui étaient porteurs et de la population, c'est suite à ça qu'ils ont commencé à pulvériser. Chacun était chez lui. Mais vous imaginez bien, à Brazzaville, ils nous ont parlé de confinement. Vous voyez comment les rues sont, il y a du monde dehors. Mais c'est normal, les gens n'ont rien à manger. Vous voulez qu'ils soient confinés comment? Doyen, votre réaction? Là où il faut. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité comme il faut. Vous voulez que les gens restent confinés comme on ne sait même pas quels sont les clusters, comme on a dit. C'est-à-dire là où il y a des malades. Ils sont où? On les a parqués où? On les a mis où pour les contrôler? Vous voyez bien qu'il y a tellement de manquements sur des choses élémentaires qui pouvaient être mises en place. Il y a plein de choses élémentaires. On n'a pas besoin d'avoir fait des longues études pour faire le minimum. Déjà contrôler ceux qui sont malades, ceux qui sont positifs, tester selon ce qu'on a comme moyen. Mais je me demande s'il y a même des tests au Congo. Déjà, hier, j'ai entendu dire que même au CHU, à l'hôpital à Cissé, les soignants achètent eux-mêmes leurs masques et leurs gants. Ça, j'ai eu l'information directement d'une soignante, d'une infirmière qui est à Cissé. Et nous achetons nous-mêmes les masques pour aller travailler, pour se protéger. Alors, à Brazzaville, apparemment, c'est la même chose. Je ne sais pas s'ils ont reçu du matériel. Nous allons essayer d'investiguer là-dessus. Alors, avant de passer la parole à Georges Tiba pour la conclusion de cette émission, je vais vous lire quelques réactions sur Facebook, notamment celle de Moani Sengou Poutou. D'accord avec Alphonsine sur le fait qu'il faut s'appuyer sur les structures associatives locales pour atteindre ces Congolais qui vivent dans la précarité et donc méritent l'assistance. Bon, je crois qu'il n'y a pas de réaction à cela. Toujours lui. Merci au doyen Tiba pour l'amélioration de l'image. Voilà. Mais surtout pour ces réflexions très pointues qui doivent éclairer tous les Congolais. Vous avez Ange Félicien. Toute la société congolaise est à rebâtir sur tous les plans et dans la profondeur, car le pouvoir en place a tué toutes les bonnes valeurs que le Congo représente. Ah bon, toutes les valeurs ont été tuées? Dans quelle mesure, doyen, vous avez la conclusion? Attendez que je regarde sur YouTube si nous avons une question sur YouTube, parce que nous avons là-bas beaucoup d'auditeurs connectés. Bon, nous n'avons pas de questions. Hein, les amis de YouTube, nous allons refermer ce journal, à moins que vous ayez une question de dernière minute. Alors, Jean Tiba, réaction sur la dernière remarque. Elle me paraît pertinente. Alors, la remarque, d'abord, je reviens sur l'image. Vous voulez que je puisse relire la remarque ou bien? Oui, non, mais c'est bon. Hein. Et voilà. C'est laquelle quelle remarque? La remarque de l'auditeur, attendez, je vais voir, c'est M. Ange Félicien qui croit que le pouvoir a tué toutes les valeurs. Attendez. Toute la société congolaise est à rebâtir sur tous les plans et dans
sa profondeur, car le pouvoir en place a tué toutes les bonnes valeurs que le Congo représentait. Bon, pour lui, tout a été, comme on dit ici, wipe out, nettoyé, hein, la clé, il n'y a plus rien, aucune valeur. Il faut tout reconstituer, tout rétablir, la morale, l'éthique. Rien de cela n'existe encore au Congo. Non, mais il veut tout simplement dire que les structures les assises, hein, en tout cas les structures sociologiques qui permettent à un État de fonctionner ont été mis en faillite. Hein. Donc, on peut dire ça comme ça. Mais si on part de toutes les structures mnésiques, hein, c'est-à-dire la pensée, la mémoire, il y a des choses qui sont inscrites en nous qui sont culturelles. Il y a ce que j'ai appelé les survivances. Il y a des choses qui restent. Il suffit d'une sorte d'étincelle pour que ça reparte. Et c'est ça qu'on appelle la structure de la personnalité. C'est-à-dire qu'on a des fondations, il y a des fondamentaux, il y a des interdits fondateurs, il y a ce qui humanise, mais ça reste en vous. Pourquoi il y a des réactions, pourquoi il y a tout comportement contraphobique? C'est pour se protéger. C'est ce que les psychologues appellent le coping. Les stratégies de coping, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qu'on met en œuvre pour se protéger d'un État, dictateur. Hein? Voilà, quand je dis ça, je pense en même temps… Vous utilisez comme le terme de coping, hein, mécanisme. Voilà, hein, tout cop. Voilà. Ça, c'est tout, hein? Tous les mécanismes de coping, c'est-à-dire que chacun de nous a des stratégies comme ça. Bon, moi je trouve qu'à un moment donné, ces stratégies de coping, comment on n'existe plus forcément chez l'intellectuel, parce qu'à un moment donné, on se part, on pense que les diplômes suffisent pour être dans la connaissance. Ben non. Hein. Écouter, c'est pas entendre. Voir, c'est pas regarder, etc., etc. Mais toute cette dualité sémantique, elle reste ancrée chez les Congolais. Et donc, il suffit de mettre en place, faire une sorte de re-engineering, de restructurer les choses pour que ça démarre. Tout simplement parce que le potentiel, il est là. C'est ça pourquoi je disais, reprenons la parole. C'est un travail d'orientation, mais qu'est-ce que c'est que l'orientation? Orienter, c'est chercher l'Orient. C'est chercher le lever du soleil. C'est donc réinscrire les gens dans la portée de leur histoire culturelle. Hein? Qu'est-ce qui fonde la personnalité congolaise? C'est bien tout ce processus d'attachement qu'on a eu avec nos mamans, comment la séparation individuation s'est faite, comment l'école nous a structurés, nous a donné des armes et tout ça. Et quand on prend les gens qui sont au pouvoir, c'est comme si ils n'avaient pas vécu tout ce processus d'attachement, de séparation individuation, etc., etc. La maturité, c'est des gens matures. Les gens ont fondamentalement une maturité en eux. Ça va redémarrer si les bonnes structures sont là. C'était Obama qui disait on n'a pas besoin des gens forts, on a besoin des structures fortes. Donc la démocratie. Hein? Oui. Des institutions fortes. Des institutions fortes, voilà. Hein? Alors j'ai oublié d'évoquer l'ouvrage de Maître Masego Thiassé. Oui, allez-y. Hein? Donc c'est un ouvrage que j'ai trouvé intéressant sur autopsie d'un État totalitaire. Alors, Maître Masego Thiassé, il est docteur d'État, c'est un chercheur. Et donc, je trouve que ça a été toute une archéologie de la terreur. Il a été, parce que quand vous regardez son bouquin, ben, il vous donne des détails, c'est un travail documentaire. Les gens, un jour, qui feront des recherches sur ce terrorisme d'État, ben, ils pourront nous le montrer? Ben, je peux le montrer, je ne sais pas si on le voit. Oui, attendez, je vais vous zoomer là.
Voilà, allez-y. Donc voilà, donc c'est autopsie d'un État totalitaire. Mais alors, si je le montre, c'est parce que quand vous lisez ce livre, vous revoyez tout l'historique des traumatismes subis au Congo. Hein? C'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est quoi cette cruauté? Comment ça se fait que ça existe? Comment est-ce qu'on a pu arriver à cette inhumanité, cette cruauté? Comment à ce point-là? Lisez donc ce livre-là. Moi, j'en fais la pub, mais en tout cas... il va m'envoyer des droits de... Voilà, mais tout simplement en tant que chercheur, ceux qui font des recherches sur comment est-ce que l'autodestruction de l'être humain, comment on se détruit soi-même. Finalement, ce n'est pas l'autre qu'on détruit, on se détruit soi-même. Voilà. Tout ça, c'est des traces qui restent ancrées et pourtant, de ces traces, le Congolais a mis en place des stratégies de coping. Voilà. C'est ça le signe d'espoir. Voilà, je crois que c'était ça le mot de la fin aussi, hein, je crois. Voilà. Merci à vous. Voilà, donc je tiens à remercier le doyen Georges Tiba, ami de la radio. Je remercie également Alphonsine Mukwiza. Alphonsine Mukwiza, je vous informe que j'ai donc mis le lien Lechi, je crois, sur ce lien de l'émission. Pour ceux qui suivent l'émission sur Facebook, vous allez directement sur ce lien. Vous pouvez faire une contribution et soulager les difficultés de nos parents au village. Alors, merci à tous ceux qui étaient connectés sur YouTube. Mais je ne vous vois pas assez actif quand vous suivez l'émission. N'ayez pas peur, hein. Réagissez, faites des propositions, posez des questions qui font sens à l'invité. Ici, l'objectivité, nous disons, c'est ici, le devoir d'informer, c'est nous. Merci encore une fois pour votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Radio Congo Live 11 Chicago pour avoir l'information en temps réel. Alphonsine, je vous retrouve le week-end prochain sur ce plateau, je crois. Ouais, merci. Oui. Voilà. Merci, pour tout. Merci pour tout, monsieur Jean-Louis. Alors, merci pour monsieur Ntiba, Georges. Voilà, donc merci à vous, doyen, une fois de plus. Nous savons que le doyen au top. Doyen voilà, toujours disponible. C'est exact. Merci. Merci voilà, bien. Nous n'avons pas eu Daniel Mabanza qui était prévu et Serge Flavier, donc les deux sont occupés, certainement ont des problèmes de famille. Je crois retrouver ses amis à l'édition de mercredi, car nous aurons une édition le mercredi. Et Alphonsine, je vous retrouve donc le samedi sur cette même antenne. Merci et bon week-end à vous. Bon week-end à vous.